Bonjour à tous et bienvenue dans Spartacus. Pour ce nouvel épisode, vous allez voir, j'ai le grand plaisir d'avoir accueilli une amie au parcours tout à fait exceptionnel et absolument inspirant puisqu'elle est passée de l'échec scolaire à sommelière de luxe à Singapour. Alors vous allez le voir, mon micro a un petit peu déconné et j'en suis désolé, donc le son de mon micro est pas terrible, mais c'est pas très grave, comme de toute façon c'est surtout Stéphanie, notre invitée, qui parle, et vous allez voir, il va y avoir énormément de punchlines, c'est un épisode très inspirant, donc je vous laisse l'écouter et je vous laisse l'apprécier. À très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur Spartacus, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie qui a une histoire tout à fait singulière et que je vais vous partager. Alors Stéphanie, c'est une personne que j'ai rencontrée le jour de son mariage, ce qui arrive pas tout à fait tous les jours. On connaît par personne interposée. Et quand j'ai pris connaissance de l'histoire de Stéphanie, je me suis dit que c'était quelque chose à raconter sur le podcast et qui allait en inspirer beaucoup. Bonjour Stéphanie et bienvenue. Bonjour. Alors, déjà, sachez que cet épisode, on n'a pas pu le tourner en vidéo parce que, en fait, Stéphanie habite à Singapour. Et à l'heure actuelle, là, au moment où on tourne ce podcast, il est un peu tard chez Stéphanie, il fait nuit et elle a endormi ses deux petites filles et du coup, elle a pas envie de les réveiller, de mettre la lumière et donc ce podcast sera uniquement au format audio. Stéphanie, qu'est-ce que tu fous à Singapour? Que je fous à Singapour. Eh ben, ça fait 16 ans maintenant que je suis là. J'ai atterri ici un 14 juillet 2009 et je travaille dans le milieu du vin. Et je pensais être ici pour 2 ans et puis 16 ans plus tard, j'y suis toujours. Alors justement, en fait, la raison pour laquelle j'ai voulu discuter avec Stéphanie, c'est parce que, alors, je vais raconter un petit peu l'histoire telle qu'elle m'a été plus ou moins racontée. Et tu me diras, n'hésite pas à m'interrompre si c'est trop romancé ou si c'est complètement faux. Mais en gros, l'école, c'était pas forcément l'endroit où t'as excellé et c'est pas forcément l'endroit où tu t'es le plus épanoui. Est-ce que tu étais considérée comme une cancre en fait à l'école? Je pense que c'est ce que quelqu'un qu'on connaît en commun a dû te dire. Mais Ouais. moi, je pense pas. Mais après, si elle le pense, c'est intéressant. Moi, je pense pas que j'étais une cancre. Ok. Euh, J'étais une élève pas facile, je savais ce que je voulais, j'étais contre l'autorité. Je me sentais très souvent mise à l'écart parce que maintenant, avec du recul, ben, le système scolaire français, il n'y a pas que du mauvais, attention, mais si on rentre pas dans les cases, on est rapidement mis à l'écart. Donc, je pense que par rapport à ce que l'éducation nationale attend de ses élèves, peut-être que eux, ils m'ont considérée comme une cancre. Oui, je donnais du fil à retordre à certains de mes profs, mais je pense quand même qu'il y avait bien pire. Ouais, j'étais pas une élève super sage, mais il y avait quand même bien pire. Ok. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ton parcours scolaire, c'était au niveau des notes, c'était au niveau du comportement ou les deux que c'était un peu compliqué? Bon, les notes, j'ai jamais été douée à l'école parce que de toute façon, on m'a dit très, très clairement que j'étais bête, donc je me suis confortée là-dedans. Donc oui, les notes, ça allait pas. J'ai perdu le filon très tôt. Et puis, bah, après, le comportement, ça allait avec parce que forcément, quand on est mis à l'écart, enfin, et qu'on se sent à l'écart, enfin, ma façon à moi d'aller contre ça, c'était de me rebeller un peu. Puis je m'ennuie, mais de dingue. Donc, il fallait que je trouve de quoi m'occuper. Ouais. À quel moment, enfin, qu'est-ce qui a commencé en fait ce processus justement de mise un petit peu mise à l'écart par les profs, par le système. Enfin, ça a commencé par des notes. Enfin, est-ce que tu t'ennuyais du coup, tu faisais rien ou est-ce que tu étais ailleurs? Comment ça a commencé en fait cette histoire-là? Tout le temps ailleurs, ça c'est vrai. Tout le temps ailleurs, tout le temps dans mes pensées. Je pouvais passer des cours entiers à m'imaginer un monde parallèle, à vivre plein de trucs dans ma tête et j'avais même pas pipé un mot de ce qui s'était passé pendant le cours. Donc très très rêveuse, jamais là, jamais là. J'étais là physiquement, mais jamais là. Ma tête, elle était ailleurs. Et je peux pas dire à quel moment on m'a mis à l'écart. Ça s'est fait tout seul. Déjà dès l'école primaire, je me sentais un peu à part parce que les notes étaient déjà pas forcément bonnes là et j'étais déjà en mode affrontement avec mes professeurs d'école. Des souvenirs très clairs qui remontent au CE1. Donc ça s'est fait au fur et à mesure, petit à petit, et après, bah, tu te confortes là-dedans et c'est dur d'en sortir. Ouais. Quand tu vois par exemple sur le sujet des notes, c'est parce que toi tu avais des notes
des notes pas terribles parce que tu faisais rien, ça t'intéressait pas, ou alors tu captais pas? Enfin, qu'est-ce qui te pêchait en fait? Avec mon regard d'adulte, ça me paraît complètement fou de répondre à cette question, en fait. Parce que c'est fou comme les notes te définissent en tant que personne et individu dans ce système-là. Et bah, malheureusement, on m'a mis dans des cases à cause de ces notes-là, plutôt que de me tendre la main et m'aider. Je pense que les profs savaient qu'il y avait des choses qui allaient pas, je pense qu'ils le voyaient, hem, mais qu'ils sont trop occupés ou qu'il y a trop d'élèves et que c'est pas leur job. En fait, c'est le job des parents. Et je dis pas que mes parents ont pas fait leur job, mais très clairement, on m'a jamais fait faire mes devoirs. Et je me souviens que, en CM2, il y avait une des filles que j'admirais le plus, une belle blonde qui était première de la classe. Et je lui avais dit une fois: «Mais toi, t'es trop intelligente, comment tu fais pour être toujours, première de la classe?» Et elle me dit: «Mais Stéphanie, il y a pas de miracle. Moi, mon papa, tous les matins avant de partir à l'école, il me fait réviser mes leçons que on a appris ensemble la veille. Donc il y a pas de miracle. Si je les ai appris, le soir et qu'on me les fait réviser le matin, comparé à toi qui, a fait tes devoirs et qui a pas révisé, bah, c'est évident que je vais avoir une bonne note. C'est pas que je suis intelligente, c'est juste que j'ai fait mes devoirs et que j'ai appris mes leçons». Ouais. Et ça m'avait vraiment marqué qu'elle me dise ça. Si j'ai voulu qu'on discute justement, c'est parce que dans ton parcours, il y a quelque chose qui donne vraiment d'espoir entre guillemets pour les personnes qui sont dans des situations où bah elles n'ont pas forcément la famille qui aide, tu vois, typiquement comme l'exemple que tu viens de donner, c'est-à-dire bah toi, tu n'avais pas forcément les parents qui allaient réviser tes leçons le matin ou qui te faisaient faire tes devoirs le soir. Ou alors de personnes qui actuellement sont en situation de décrochage, qui ne se retrouvent pas dans le système. Et l'idée de cet épisode, c'est de leur montrer que malgré ça, malgré un démarrage qui peut être un petit peu difficile dans le système scolaire, tu peux vraiment très très bien réussir et t'épanouir. Et alors aujourd'hui, je fais un fast forward sur ta vie d'adulte. Donc tu as dit que tu étais parti à Singapour. Est-ce que tu as découvert le milieu du vin avant de partir ou après? Oh, bien évidemment, avant. Parce que si je Avant. suis arrivée à Singapour, c'est grâce à ma connaissance telle qu'elle était à l'époque et telle qu'elle est aujourd'hui. Mais grâce à ma connaissance du vin, c'était, on va dire, très prisé il y a 16 ans en arrière. Donc c'est comme ça que j'ai décroché ce boulot. Enfin, du moins que j'ai été débauchée de mon travail, celui que j'avais en 2009. J'étais sommelier dans un restaurant étoilé en Bourgogne. Et donc un Français qui est devenu mon mentor m'a rencontrée alors qu'il était en vacances, en Bourgogne et qui déjeunait dans ce restaurant et il m'a tout bêtement, proposé, ce boulot à Singapour. J'avais jamais entendu parler de Singapour, j'avais jamais pris l'avion de ma vie, je parlais pas un mot d'anglais Ouais. et 2 mois après, ben, je montais dans un avion pour la première fois de ma vie. Je lui ai fait confiance, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider à traduire le contrat que j'ai signé, qui me paraissait pas trop mal et je me suis dit: «Go et si jamais, de toute façon ça marche pas, tu as ton billet de retour» et puis à ma grande surprise, on va dire que 2 personnes sur 3 à qui j'ai parlé de projet m'ont dit que c'était une mauvaise idée: «Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Il y a rien à faire là-bas». Enfin, j'ai l'impression que quand tu entreprends des choses qui font un peu peur, ça secoue les gens, en tout cas ceux qui auraient aimé faire des choses mais qui ont pas eu le courage de le faire et je dis pas qu'ils sont pas courageux, je dis juste que c'est pas évident donc c'est propre à chacun et donc ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils te bah, ils essaient de te décourager quelque part. C'est souvent pas par malice, hein, mais c'est juste qu'en fait, ils pensent que comme ça, enfin, ils veulent ton bien et que c'est dans ton intérêt de te décourager de ces projets un petit peu hors Hors normes, un du petit peu voilà, farfelus. exactement et en fait, je remercie la jeune Stéphanie, la Stéphanie de 22 piges qui a rien écouté et qui a juste pris ses billets et qui est partie. Ouais. Et juste, alors, je reviens encore un petit peu en arrière, si tu veux bien, parce que toi, tu as grandi dans la Drôme, et comment justement, tu t'es retrouvé dans ce milieu du vin? Alors depuis toute petite, c'est vrai que ma famille, elle est comme elle est, hein, ça a pas été tout beau, tout rose et elle est pas forcément classique. Mais en tout cas, il y a un intérêt commun, pour tous les membres de ma famille, c'est, la nourriture et le vin, en tout cas Ouais. la gastronomie. Alors même si on est en un milieu, modeste pas dans le sens,
on n'avait rien pour vivre, loin de là. Modeste dans le sens où j'ai jamais mis les pieds dans un restaurant étoilé avec ma famille. Donc, j'étais pas forcément au courant de ce que c'était qu'un sommelier, mais j'étais très au courant de ce que c'était qu'une belle table, de la bonne nourriture, des petits plats dans des grands et du bon vin. Et le temps passé à table est sacré, il est important, c'est des moments de partage et on mange pas pour manger, on mange pour se faire plaisir. Donc tout ça, ce sont des valeurs qui m'ont été inculquées depuis très jeune et enfin, quand à l'école, on m'a dit que j'étais une bonne à rien et que je ferais rien de ma vie, j'ai choisi de partir dans l'apprentissage. Hem, J'avais vu, pendant mes vacances d'été, des serveurs et j'ai l'impression qu'ils s'amusaient bien et je me suis dit: «Bah, tiens, ça bouge, ils courent dans tous les sens». Moi qui suis gymnaste dynamique, ça me plaît. Ils parlent avec des gens, j'aime bien parler avec des gens, ils servent de la nourriture, j'adore manger. Ils parlent de vin, j'adore le vin, bingo, de toute façon, je sais pas quoi faire d'autre donc mon père m'a aidé à Alors, trouver un maître de stage. Pardon? Oui? non, j'allais dire, je sais pas dans quel resto tu es allé ou quelle impression ça t'a fait pour te dire, allez, les serveurs, ils ont l'air de bien s'amuser. Parce que perso, j'ai été serveur, je me suis pas souvent beaucoup amusé. Ben, moi, j'avais l'impression que c'était sympa, en tout cas que là où j'étais, tu sais, c'était des saisonniers, j'avais l'impression qu'ils se Hmm, marraient. ok. Et puis de toute façon, j'avais la pression parce que j'allais très probablement avoir mon brevet des collèges de justesse. À ce moment-là, j'étais pas du tout sûre de l'avoir. C'était certain et évident que j'allais pas en seconde. Donc on me mettait la pression pour savoir maintenant qu'est-ce que tu fais de ta vie. T'as 16 piges, tu connais rien du monde, tu connais rien de toi-même. Et on te dit, bingo, choisis ton métier pour la vie. Surtout qu'en France, à ce moment-là, je sais pas comment c'est maintenant, mais j'ai l'impression que quand tu choisis un métier, c'est vraiment pour la vie. Enfin, à cette époque-là, j'ai l'impression que la génération de nos parents, tu fais menuisier, t'es menuisier toute ta vie, t'es mécanicien toute ta vie. J'ai l'impression que de notre génération, on passe plus facilement d'un job à un autre, on fait plus facilement des reconversions professionnelles. Ça bouge aujourd'hui un petit peu, je trouve, à partir de notre génération, c'est un petit peu plus facile de changer de carrière, mais ça reste quand même modérément bien vu, tu vois, Oui, par la ça demande société. du courage. Et donc, du coup, c'est une pression de malade, je trouve, de choisir son orientation dans ces circonstances-là. Et puis, j'avais des profs qui m'ont très clairement dit qu'on ferait rien de moi de toute manière. Donc, mon père m'a aidé à trouver un apprentissage et je suis tombée dans une famille, pareil, c'était pas parfait, mais des gens quand même assez incroyables. Avec du recul, j'ai quand même eu beaucoup de chance de tomber sur eux. C'était un restaurant de campagne pas très loin de mon village. Et en fait, ces gens-là, ils avaient fait le tour du monde. Et ils avaient vécu en Italie, ils avaient vécu à Washington, ils avaient vécu en Afrique du Sud. Moi, c'est des endroits, des pays dont j'avais très peu entendu parler. C'est pas que ma connaissance générale était pourrie, c'est juste que c'était à 10 000 lieues de ma vie. Et donc, de les entendre parler italien entre eux ou anglais entre eux, c'était incroyable. Et je me souviens que ce monsieur, mais un jour, il a pris ma main et il m'a dit: «Tu vois, ce petit coin de ta main, c'est Chatuzange-le-Goubet, c'est ton bled et le reste de ta main, c'est le monde entier. Et si tu veux grandir et évoluer, il faut que tu partes de Chatuzange-le-Goubet et que tu ailles explorer le reste du monde». Et je pense que ces gens-là se sont pas rendus compte, mais à 16 ans, quand on m'a dit ça, moi, ça m'a donné des ailes et je me suis dit: «Mais carrément, ils ont trop raison». Hem Donc c'est comme ça que j'ai fini d'abord, donc que j'ai fait mon apprentissage en tant que serveuse. Et en fait, ces gens-là aussi m'ont parlé du métier de sommelier, parce qu'ils ont vu que du haut de mes 16 ans, je savais ouvrir une bouteille de vin. Donc pour les raisons que je viens d'expliquer, oui, à la maison, papa aimait beaucoup le vin et m'a appris à apprécier ça assez jeune. Et puis j'avais aussi vu ce film, enfin je l'ai vu plein de fois, ça m'a beaucoup marqué. J'adore Louis de Funès et le film L'aile ou la cuisse, où Louis de Ouais. Funès arrive à retrouve un vin à l'aveugle alors qu'il ne met même pas le nez dedans ou qu'il a plus d'odorat ou de goût. Enfin, maintenant je sais que c'est complètement délirant, mais ça me faisait vraiment rêver. Et donc entre ce film, entre ces gens qui me parlent du métier de sommelier, bah ça, enfin, dans ma tête, ça sommelier, ça va avec serveur. C'est dans la restauration, il faut être serveur d'abord. Bah voilà, ça a fait clic. Je me suis dit, faut que je fasse ça. Mais c'était mal barré parce que l'école de sommellerie de notre région, elle est assez réputée, les places sont chères. J'ai pas été acceptée du tout de suite. Donc ça a été assez compliqué et ça a été une grande chance d'être acceptée. J'ai été
on m'a annoncé 2 semaines avant qu'en gros, il y avait 2 personnes qui se présentaient pas et qu'on me filait une place comme ça à l'arrache au dernier moment, quoi. Ah ouais, ouais. Et qu'est-ce qui justement les challenges pour être prise dans cette école à ce moment-là, enfin, quels ont été les challenges auxquels tu as dû faire face et comment tu t'y es prise pour les dépasser? Bah, le premier, il était physique. L'entretien, il avait lieu au lycée Haute-Fête à l'Ermitage et que moi, j'habite à Châtillon-Goubet, que j'ai pas de voiture, qu'à l'époque, Juste j'avais pour les gens qui sont pas familiers avec la géographie drômoise, ça fait quoi à peu près? en voiture, il te faut 30-40 minutes pour y aller. J'avais 16 ans et en mobilette, ça faisait clairement trop loin. Et donc, en gros, moi, je veux le passer cet entretien, donc go. Et ce jour-là, j'ai tout simplement marché de mon village jusqu'à la gare de Romans. Donc, il y a, il y a de mémoire 15 bornes. Donc, j'ai fait à peu près 3 heures de marche. J'ai pris un train jusqu'à Tain-l'Hermitage. Et après, une fois que je suis arrivée à Tain, j'avais encore 1 heure de marche de la gare jusqu'à l'entretien d'embauche. Donc, en gros, ce jour-là, je me suis tapée, je sais plus si c'était 3 ou 4 heures de marche. Mais en gros, le message à faire passer là, c'est que c'est pas grave, on s'en fout. Si tu penses que à la clé, il y a une possibilité énorme pour toi, faut pas se dire ah ben non, j'ai pas pu aller parce que j'avais 20 bornes à pied. Ben non, tu prends tes petites pompes et puis t'y vas. Et c'est ce que j'ai fait ce jour-là et heureusement que je l'ai fait parce que je serais pas là sinon. Et ça, c'est aussi le message, c'est que déjà, t'écoutes pas ce qu'on te dit. Alors, t'écoutes les bons conseils, mais ça, c'est pas évident de connaître, de prendre les bons des mauvais. Moi, les mauvaises choses que j'ai entendues, c'est des années de thérapie pour m'en défaire après. J'ai eu l'intime conviction pendant des années d'être complètement con, d'être une bonne à rien. Mais, encore une fois, je remercie la jeune Stéphanie et je vais le dire très souvent. Malgré tout, j'ai foncé et ces kilomètres à pied, je les ai faits ce jour-là. Et je suis arrivée à l'entretien et c'était complètement surréaliste. C'est une histoire très drôle. Je tombe dans les couloirs sur un jeune homme bien apprêté, avec un très beau costard et une belle cravate. Et je dis, excusez-moi monsieur, pensant qu'il était professeur dans l'école, je cherche telle classe pour passer tel entretien. Et il me dit, ah toi aussi, moi aussi j'y vais. Et je le suis. Et moi, je suis la nana qui sort de ma cambrousse. Et ce jour-là, j'étais persuadée d'être bien sapée parce que j'avais mis mon dernier baggy qui était tout neuf. J'avais ma plus belle paire de Vans. Et donc, j'avais l'impression d'être vraiment bien sapée. Et j'arrive dans la salle d'attente et je vois que tout le monde est habillé en costard, en tailleur. Et d'ailleurs, dans toute l'école, le lycée hôtelier, ils ont un dress code. Tout le monde est habillé super classe. Et moi, je me suis dit, mais purée, mais qu'est-ce que je fous là? Donc, la première chose que j'ai dit quand je suis rentrée dans la salle pour passer l'entretien, c'est je tiens à m'excuser pour ma tenue. C'est la première fois que je passe un entretien et je savais pas. Mais j'apprends vite. Et mine de rien, je sais qu'après, ils ont eu quelques retours que j'ai marqué des points en disant ça C'est d'entrée. vrai, la Oui. franchise, Bah oui, puis tout simplement, je sais pas, maintenant je sais, c'est tout. Voilà. Et donc la petite histoire, c'est que ce gars, il s'appelle Xavier et on est venu voisins en cours. Donc les cours de semellerie, enfin l'école de semellerie, c'est 14 élèves. Donc on est très proches parce que c'est des petites classes. Et Xavier et moi, on était assis l'un à côté de l'autre. Et on est restés tous très proches dans cette classe, dans cette promotion. Et Xavier, aujourd'hui, il a gagné le concours de meilleur sommet de France et il vient d'avoir son MOF, meilleur ouvrier de France. Et si tu googles son nom, le mec, il est partout, quoi. Et je suis hyper fière. Je suis hyper fière de le connaître. Je suis hyper fière Xavier de comment? Xavier Tuisa. Il est de partout. Tu le googles, il est de partout, Googlera, le mec. Il est de on partout. googlera. Donc c'est une petite fierté, je peux dire. Ah ouais, c'est Xavier qui m'a montré la direction de la classe pour aller passer l'entretien de sommellerie. Je me permets de vous couper pendant un instant. J'espère que l'épisode vous plaît jusqu'à maintenant. Et j'ai un petit service à vous demander, s'il vous plaît. Si vous pouviez noter le podcast, lui mettre 5 étoiles si vous l'appréciez, bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, à mettre des questions éventuellement pour Stéphanie. Et aussi lui dire ce que vous avez pensé de son intervention. Si celle-ci vous plaît, je suis sûr qu'elle en sera ravie. Merci beaucoup. Justement, alors tu t'es retrouvé en classe à côté de Xavier, mais justement, moi je me dis, si tu as rencontré des difficultés, tu vois, sur le parcours scolaire classique, est-ce que tu n'as pas été confronté aux mêmes difficultés enfin, dans ton école de sommellerie?
Absolument pas, parce qu'en fait, j'étais pas plus con qu'un autre. C'est pas parce que tu sais pas faire une division ou je sais pas quel truc en maths, tu connais pas tes théorèmes ou je sais pas quoi que t'es fini. Encore une fois, ça c'est ce système qui veut que si tu rentres pas dans les cases et que tu n'arrives pas à suivre le programme comme tout le monde, ben t'es nul. Ben non, c'est pas vrai. Tu peux pas demander à un poisson de monter un arbre. Et ben voilà, moi j'étais un poisson, me demandait de monter un arbre. Par contre, si tu me fous dans l'eau, il y a pas de problème, je nage et je vais bien plus vite que le petit singe. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'à un moment donné, justement, donc quand tu étais quand t'es rentré dans ce cursus où t'as été exposé à certaines matières ou à certaines pratiques et tu t'es dit ah ouais putain je suis vraiment forte et en fait tu as commencé à prendre conscience en tes capacités. À aucun moment je me suis dit je suis vraiment forte. Ça a pris des années. En Ok. revanche, je suis consciente que depuis toute petite, je sais parler en public, j'aime bien parler en public et je pense avoir une bonne élocution. Et, et donc là, j'ai remarqué que ça collait tout à fait avec le milieu de la sommellerie et le métier de sommelier quand il faut parler à des clients à une table. Donc ça, j'ai remarqué que c'était un atout qui m'a permis d'obtenir mes examens avec brio. Et là, en fait, où je remarquais qu'il y avait un décalage, c'est que dans la classe, même si aujourd'hui on est resté quand même assez proches, les 14 élèves, il y a bien eu des réflexions à un moment ou un autre, comme quoi j'étais une nana qui sortait d'un CAP de serveuse et de ma cambrousse et qu'en gros, j'avais pas grand-chose à faire là. Ça n'a pas duré longtemps, c'était pas souvent, mais c'est quand même des réflexions que j'ai entendues. De la part des autres élèves ou de la part du staff? Des élèves, un ou deux en particulier. Les réflexions étaient là, mais ça m'a pas empêché d'avancer et j'avais quand même bien plus de bienveillance autour de moi que de méchanceté. Donc, ça n'a pas eu de gros impacts, mais ça existait, c'était là. Est-ce que ça t'a incité, est-ce que ça t'a poussé à devenir encore meilleur pour leur montrer ou ça t'est À ce, passé au-dessus de la mais à tête? ce moment-là, je pense que j'avais rien à leur prouver à eux. Je cherchais juste à prouver des choses à moi-même et surtout à gagner l'amour de mes propres parents. Donc je pense que inconsciemment et pendant très longtemps, je voulais surtout que mon père, avec qui les relations n'étaient pas dingues à ce moment-là, je voulais qu'il soit fier. Je me dis, il va bien savoir à un moment ou un autre que je fais ça et j'aimerais bien qu'il voit que je me débrouille et j'aimerais qu'il soit fier. Donc je pense que j'ai fait tout ça à aucun moment pour que ces, euh, ces personnages un peu moins agréables que les autres pour leur prouver quoi que ce soit. Eux, je m'en fous d'eux. Je pense que j'étais déjà consciente à ce moment-là que je m'en foutais d'eux. Mais j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais pas aussi con qu'on me l'avait dit. Et surtout, j'avais besoin de montrer à mes parents que j'étais capable de faire quelque chose de ma vie. Le fait que tu été un peu en échec scolaire, ça a été un sujet de désamour, entre guillemets, ou un sujet de discorde? Non, pas du tout, j'en avais rien à foutre. Alors, je comprends pas. Alors, Mais je comprends pas. ils étaient bien trop occupés avec leurs propres problèmes d'adultes. C'était une famille avec plein d'histoires, avec des sujets un peu lourds. Pour te donner une idée, de la sixième à la troisième, j'ai signé quasiment tous mes interros et tous les rendez-vous de parents-élèves. J'ai tout signé moi-même. Donc, Ok. euh, donc non, Mais c'était pas l'école. s'ils étaient occupés à autre chose, s'ils étaient occupés à autre chose et qu'effectivement, enfin, c'était pas dans leurs préoccupations, pourquoi tu avais besoin de cette réussite-là justement pour leur, pour leur montrer quelque chose à eux, si c'était pas un truc qui était Réussite forcément dans très la important. vie. Point barre. On s'en fout que ce soit l'école ou autre chose. Ok. Encore une fois, on est bien au-dessus de ça. La réussite scolaire, les notes, on parle de la réussite dans la vie. Et c'est pas parce que tu as réussi à l'école que tu vas réussir dans la vie. Loin de là. Tout à fait. Ok, j'ai compris. Donc tu fais cette école de sommellerie, ça se passe bien, tu réussis bien, t'es contente? Bah, c'est génial. Ça a été une ouverture. Bah, déjà, j'ai découvert cette passion pour le vin parce que j'avais un intérêt pour le vin, mais j'étais pas encore mordue, passionnée. J'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, d'avoir eu des profs fantastiques, Pascal Boucher, Jean Gabert, des véritables prescripteurs. C'était fabuleux. Et puis ensuite, j'ai eu des stages dans des maisons comme des maisons de prestige, comme le Relais Château de la Bastide de Gordes dans le Vaucluse, comme les sources de Caudalie dans le Bordelais. Alors là, j'en ai bavé. Je suis tombée sur des maîtres des stages, des vieux de la vieille, tu vois, avec des vieilles méthodes de la restauration, voilà, qui aujourd'hui
on en parle enfin et on sait que c'est plus possible de traiter les gens comme ça, mais à l'époque, c'était comme ça. Et encore moi, ce que j'ai vécu, c'est rien par rapport à ce que les générations d'avant ont dû vivre, je sais pas. Et encore une fois, c'était pas les pires des tyrans, mais il y avait quand même des pratiques. Je pense que heureusement que j'avais le caractère que j'ai. Je pense que si aujourd'hui tu fais ça à des jeunes de 16 ans, soit tu finis au prud'homme, soit il y a le parent qui t'attend à la sortie et qui te met une claque dans la gueule. Enfin, tout, enfin, c'est plus possible de nos jours. C'était pas si grave que ça, mais quand même, fallait avoir les épaules solides. Après, moi, je tendais le bâton pour me faire battre. Attention, je suis pas en train de dire que je l'ai mérité, mais je pense qu'ils voyaient aussi que j'avais peut-être les épaules pour accepter C'est-à-dire, certaines méthodes. t'as des exemples? Bah oui, c'est tout con. Ça va être, j'ai servi un client à la gauche, par la gauche au lieu de la droite, et donc du coup, en punition, les 4 étagères de verre que j'ai passé la soirée à policher, parce que dans la restauration de ce niveau-là, t'as une verrée très fine, ça prend des plombs, bah, bien poliché avec des torchons. Faut pas qu'il y ait un pet, faut que ce soit vraiment nickel, voilà. Et ben il a pris le tuyau d'arrosage et il a tout arrosé, les 4 étagères. Il était déjà 23h30, t'as déjà une journée de 12 heures dans les pattes. Le lendemain, j'étais en repos, j'étais censée sortir en boîte avec les copines qui m'attendaient. Bah non, à la place, j'étais jusqu'à 2 du mat à me retaper toutes les étagères de verre. Et c'était ma Le bâtard. punition pour avoir servi du mauvais côté le client. Et c'est des petits trucs comme ça. Ça va être gratter les bouches d'égout à la brosse à dents parce que tu connais pas tes grands crus classés du Bordelais par cœur. Enfin, voilà, je lui ai rendu l'appareil et aujourd'hui cette Ah, personne, vas-y, on aujourd'hui veut si des cette détails. personne s'entend, je le remercie pour tout parce que mine de rien, pour lui c'était pas facile aussi. Il était très jeune à ce moment-là et il a eu vécu les mêmes méthodes avant et aujourd'hui c'est un de mes mentors absolus et je le remercierai jamais assez. Même si ça n'a pas été facile, ça m'a aidé quelque part. Après oui, j'ai été une peste avec lui, hein. Je l'ai fait très mal voir auprès de ses managers pour des raisons à la con. Enfin, j'étais une peste aussi, hein. C'était pas que lui. Mais tu l'avais pas volé. Non, c'est pas ça. Il a commencé, il m'a trouvé, c'est tout. Donc donc t'as toutes ces expériences pro qui te, voilà, qui te forment et qui te confirment que bah c'est bien pour toi. Et donc tu as cette rencontre de la personne qui te propose d'aller à Singapour. Est-ce qu'il y a eu autre chose dans le parcours jusqu'à maintenant qui est notable ou qui est important de savoir? Oui, bah, il y a eu toute une période à Bordeaux où je travaillais donc avec ce mentor, où ça n'a pas été tous les jours facile, mais où j'ai énormément appris. Et ensuite, il y a eu ce boulot en Bourgogne, où là, quand même, du haut de mes 21 ans, j'ai pu prendre un poste, même si sur le papier, c'était pas écrit chef sommelier, bah, clairement, je gérais la sommellerie d'un restaurant étoilé qui avait je ne sais combien de centaines de références à la cave. Donc, c'était quand même, Heu, en termes d'apprentissage, c'était juste énorme. Le fait que ce chef étoilé, m'ait fait confiance, ça a été évidemment un tremplin, dans ma carrière. Après encore une fois, c'était pas tout rose parce que c'était, un chef comme malheureusement beaucoup de chefs étaient, à l'époque, des chefs colériques qui vont lancer des poils, qui vont te démonter la tronche, si le service est pas allé comme ils voulaient. Donc à ce moment-là, il a fallu que je m'accroche, que je me tienne et très dur. Et en fait, peut-être la chose à dire à ce moment-là, c'est que en fait, faut jamais s'en aller au premier obstacle, en fait. Si je m'étais barrée à chaque fois que ça avait été difficile ou qu'il fallait marcher 20 bornes à pied ou qu'il fallait, je sais pas, gratter une bouche d'égout à la brosse à dents ou voilà, mais jamais je serais là. Donc il faut se battre. Pour moi, le mot d'ordre, c'est ça, il faut se battre. Surtout quand tu viens, entre guillemets, «de rien» comme moi. Je viens pas d'une école réputée. Tu un ermitager réputé, mais ouais, j'ai quand même des études assez limitées, c'était assez compliqué dans ma famille à ce moment-là, si j'avais fait la fine bouche, mais laisse tomber, je serais toujours à Château-Lange-le-Goubet, enfin, donc à un moment donné, désolée l'expression, mais il faut sortir les doigts, il faut pas avoir peur, il faut se donner les moyens. Tout est possible, tout est possible et à ce moment-là, tout ce qu'il fallait faire, c'est se battre, serrer les dents dans les moments les plus difficiles, pas être complètement débile non plus, donc j'ai su me faire entendre quand, les personnes que j'ai rencontrées dans ma carrière ont abusé. Mais il fallait saisir les opportunités et bien s'y accrocher et être patient.
faut pas se barrer au moindre obstacle, faut attendre, observer. Il y a des opportunités qui tombent si on les provoque, elles sont là. Je crois sincèrement que si tu travailles dur et sincèrement, pas bêtement, sincèrement, les choses finissent par arriver. Donc à ce moment-là, ce qui est notable de dire, c'est ça, c'est qu'en fait Singapour, c'est arrivé sur ma route. Je crois pas au hasard. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer cette personne-là à ce moment-là, mais en même temps, si ce jour-là j'avais fait la gueule au moment de le servir, ou si j'avais pas connu mes premiers crus de Pernand Vergelès, et à ce moment-là, il me posait des questions là-dessus, et ben tout ça, je me serais grillée et m'aurais jamais proposé un boulot. Donc, il y a une sorte de chance, c'est que ce jour-là, il est venu dans ce restaurant manger, mais après, les opportunités, elles se provoquent. Ouais. Et justement, j'avais fait un épisode avec Eric Lechevêque, le tout premier épisode de ce podcast, et qui m'avait rappelé que la chance, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Ouais, Et en bien dit. l'occurrence, effectivement, à un moment donné, il faut un facteur chance. Il faut qu'il y ait de la réussite. Il faut qu'il y ait ce petit moment, en fait, déclencheur. Et en fait, ce qui est certain, c'est que si t'es pas prête à le saisir, si t'as pas de ton côté mis en fait en place tout ce qu'il fallait, tout ce qui devait être mis en place pour que cette opportunité en fait se concrétise, c'est sûr qu'elle te passe sous le nez. Et effectivement, comme tu l'as dit, la rencontre est arrivée, mais au moment où la rencontre est arrivée, bah, en fait, juste t'étais prête. Exactement. Ouais, je pense que c'est ça. Et bah, en tout cas, déjà, ça fait pas mal de belles leçons et punchlines parce que alors, ça fait très vieux con hein, de dire ce que je vais dire, mais j'espère que cet épisode sera écouté par pas mal de jeunes. Et mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une tendance à de la moindre combativité de nos jours. J'ai l'impression qu'effectivement, enfin, c'est une génération qui attend plus à ce que le résultat soit rapide. Et en fait, si tu veux des résultats qui soient un petit peu extraordinaires entre guillemets, c'est-à-dire vraiment qui sortent de la norme, il faut bosser et parfois il faut bosser longtemps. Enfin, il faut être régulier et l'opportunité, elle se présente pas au bout de 2 jours ni au bout de 2 semaines. Donc, dans ton cas de figure, ça a pris quand même un certain temps pour que, enfin, il y a eu cet alignement d'opportunités pour que justement, tu en arrives là où tu en es aujourd'hui. Tu fais cette rencontre et on te propose de partir à Singapour et toi tu dis bingo, donc tu es parti 2 mois après, hein, tu m'as dit. Oui, ça doit être ça. Ouais. Ouais, c'était en juillet, je crois qu'on s'est rencontrés avril ou mai, quelque chose comme ça, ouais. Franchement, je suis partie là-bas, mais complètement naïve, la fleur au fusil. Alain, qui est un de mes mentors, euh, quand je suis arrivée à Singapour, il m'a accueillie dans des conditions extraordinaires, c'est-à-dire que les ressources humaines étaient en charge de m'aider à trouver un appartement, vu que je parlais pas l'anglais. Ils m'ont avancé tous les frais. J'avais pas de thunes, j'avais pas d'argent. Donc, ils ont avancé mes frais, ils m'ont aidé à trouver l'appartement. Ils m'ont envoyé en cours particulier d'anglais tous les jours pendant 2 heures. J'ai été chouchoutée, mais comme c'est pas possible. Et il s'est pas contenté de me donner un travail. C'est surtout qu'il m'a emmenée avec lui dans des repas des sociétés du vin et puis dans des repas importants où j'étais assis à côté d'ambassadeurs, l'ambassadeur de France, enfin, et donc pour moi c'était complètement incroyable. C'est un monde auquel je n'avais jamais eu accès auparavant. Tous ces beaux restaurants, toutes ces belles maisons. Et donc lui m'a vraiment appris, enfin m'a donné des tuyaux pour me comporter, me conduire, m'habiller en société. En tout cas, dans ce genre de société-là, comment parler. Il m'a dit une fois, il faut t'assurer de lire toutes les grandes lignes des journaux principaux, américains, anglais, avant d'aller à un dîner. Tu vas être assis à côté de tel ambassadeur. Assure-toi de bien savoir ça ou ça. Enfin, vraiment, il m'a donné des opportunités en or. Il m'a appris plein de Tu as choses. pris des codes. Exactement, c'est les codes. Ce qui est effectivement pas donné quand enfin, c'est une vraie chance de faire ce genre de rencontre parce que il y a vraiment des univers auxquels tu peux rester étrangère toute ta vie et dont tu comprendras jamais les codes si on t'introduit pas en fait. Et j'ai remarqué aussi, même si on t'introduit, et là c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais même si on t'introduit, parce que c'est quelque chose que j'essaye de faire autour de moi, soit avec des jeunes, soit avec, je sais pas, des amis, et en fait, ou même des clients, quand j'essaie de faire rencontrer certains clients avec d'autres clients, mais qui sont pas du même niveau social, ou pas du même monde, ou pas du même pays, tout le monde n'est pas ouvert.
à la découverte de l'autre. Tout le monde n'est pas ouvert à apprendre les codes d'un autre. J'ai pas dit que j'ai aimé forcément qui étaient ces personnes ou comment elles vivaient. J'ai juste dit que j'ai saisi les clés pour pouvoir me comporter en société avec eux et échanger avec eux. Et l'échange, c'est extrêmement enrichissant. Donc aujourd'hui, je suis assez fière de pouvoir dire que pas plus tard de la semaine dernière, eh ben, je vais manger en bas de la rue mon poulet riz avec ma bière, avec l'uncle chinois. Ici, on les appelle les uncles, mais l'ancien chinois qui, en fait, j'ai rencontré parce que il est transporteur et un jour, il m'a aidé à transporter mon vélo d'un point A à un point B. Et j'ai sympathisé avec lui, il doit avoir 70 balais et de temps en temps, je vais me faire une bière avec lui. Et à côté de ça, et ben, il y a pas plus tard que 2 jours, j'ai dîné avec un avocat très très connu de Hollywood qui est un des juges des films des Oscars, tu vois. Et je me dis, Ok. bah en fait, je peux aussi bien m'asseoir avec lui et manger et avoir une conversation qu'avec l'autre. Et ça, c'est une chance énorme. Et donc, j'invite vraiment les gens à saisir ces opportunités. Même si on comprend pas le mode de vie de l'autre, bah, on va poser des questions et on essaie d'être un minimum ouvert pour surtout pas louper l'opportunité d'aller apprendre de l'autre. Je trouve ça extrêmement enrichissant et je trouve ça, pour moi, je vois ça comme une chance d'être capable de rencontrer tous ces gens de tous ces milieux différents et de pouvoir parler avec eux. Et c'est sûr que Alain, ce mentor, il m'a donné des clés qui me permettent aujourd'hui d'être capable de faire ça, entre autres. Et est-ce que justement dans ces circonstances-là, t'as pas été victime de ce qu'on appelle aujourd'hui populairement le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire tu vois, de ce truc de manque de légitimité, de se dire ah mais putain mais on me met là, mais en fait j'ai pas ma place, et en fait moi qui suis-je, tu vois, pour frayer avec ces personnes. Est-ce que tu as eu à un moment donné ce truc-là ou en fait tu avais vraiment confiance en toi-même et tes ressources et t'as foncé? J'ai tout le temps eu et je l'ai de moins en moins, encore une fois, grâce à des années de thérapie, mais je l'ai tout le temps eu et en fait, j'ai réussi à m'auto-convaincre d'un truc. C'est qu'en fait, quand tu as l'intime conviction d'être con et bête et moche, bah, quand on te le dit, en fait, tu le sais, donc ça te blesse plus. Enfin, dans ma tête, ça c'est comme ça que ça s'est passé. Je me dis de venir, je suis con et je suis moche, donc je risque quoi en fait? Je risque rien. En fait, ça me fait penser à comment il s'appelle dans Les Bronzés, celui qui dit Jean-Claude Duss. aux Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Et ben c'est exactement ça. Vraiment. C'est Alors vachement dur de penser ça de soi. oui, mais je me suis dit bah foutu pour foutu, vas-y quoi. Et les gens t'ont trouvé ni moche ni conne. Exactement. Mais ça, je l'ai jamais cru. Je commence à y croire. Ah, t'as jamais cru quoi? Ah bah que quand on me dit mais j'ai adoré ton cours sur le vin ou j'ai aimé ton film ou mais je te trouve trop belle, bah ça non, dans ma tête c'est T'as du mal à accepter le compliment. ah, il est inexistant. Je suis contente qu'on me le dise, mais de là à y croire, non. Alors en plus là tu fais trop planer le mystère parce que comme t'as pas allumé ta webcam, les gens vont se dire ah mais Stéphanie, est-ce qu'elle est vraiment moche? Du coup, moi je peux vous le dire, j'ai rencontré Stéphanie, elle est très loin d'être moche. Mais peut-être si t'es d'accord, tu nous enverras une photo de ton meilleur profil et on la mettra avec l'épisode. Mais là encore, c'est toute une question. Ça veut dire quoi être moche? Ça veut dire quoi être Oui, beau? oui. Et puis Ah bon. d'une culture à une autre, c'est tellement différent. Moi qui vis à l'autre bout du monde, dans une culture asiatique où les Singapouriens sont aussi bien malais, chinois que indiens. Un beau ou un moche chez un Indien, un malais ou un Singapourien, enfin un Chinois, ça a rien à voir. Et ici, très souvent, on me trouve belle parce que bah, il y a une culture qui fait que malheureusement, en tout cas les plus anciens, comme ils ont grandi entourés de, bah, comme nous, hein, de poupées Barbie et de, comme quoi, en gros, si t'es blanc aux yeux bleus et blond, bah t'es beau alors que dans leur tête, t'es plus beau que si t'es chinois. Enfin, c'est vraiment ancré, en tout cas dans la vieille génération. Donc pour eux, oh, mais t'es trop belle, t'as un long nez, t'as des yeux bleus, t'as des cheveux blonds. Et dans leur tête, c'est vraiment ça. Et puis à chaque fois, je leur dis, mais regarde-toi comme tu es belle. Mais moi, je suis chinoise. Et alors? Et donc, tu vois, les critères de beauté, ils sont hyper différents. Mais ici, en tout cas, on avait tendance à me faire des compliments, pas parce que j'étais belle, juste parce que je suis caucasienne et que dans leur esprit, pour beaucoup, bah, t'es caucasien, donc t'es forcément plus beau parce que t'as un long nez et que moi, j'ai pas de nez. Donc, tu vois, c'est encore tout un sujet. Mais non, ça veut dire quoi beau? Moi, j'en sais rien, mais dans ma tête, en tout cas, avec mes vieilles croyances à moi, non, je suis loin d'être belle.
tu disais que tu l'avais eu justement ce syndrome de l'imposteur et que tu avais dû lutter contre. Ça, c'est un sujet avec lequel pas mal de gens bataillent, tu vois, que ce soit dans leur vie perso, dans leur vie pro, ou en tant qu'étudiant, ou en tant qu'entrepreneur, quand ils rencontrent des plafonds de verre. Qu'est-ce qui t'a permis de le dépasser? Bah, encore une fois, c'est le bluff envers moi-même. Foutu pour Fake foutu, it till vas-y. you make it, quoi. Ouais, alors fake it until you make it, ça c'est sûr, c'est évident. Et puis voilà, quand de toute façon t'as plus rien à perdre, bah vas-y. T'as quand même une sacrée audace parce que tu vois, si t'as pas vraiment la confiance, le soutien, je pense que là, en l'occurrence, dans ton cas de figure, c'est l'audace certainement qui t'a porté. Ou, ou en fait la rage de vivre, l'envie de vivre et moi il y a surtout de ça. J'ai aussi appris avec le temps à en avoir rien à faire de ce que les gens pensent et ça je crois que c'est l'une des plus belles choses qui puissent m'arriver et plus je grandis, plus je m'en fous de ce que les gens pensent et ça c'est incroyable, ça change ta vie. Et je dis pas que j'ai pas peur de prendre le micro devant 200 personnes. J'ai toujours une petite appréhension, mais je le fais. En me disant, bon, en fait, je m'en fous. Danser devant plein de monde, je le fais. Bon, en fait, je m'en fous, écoute, on verra. Ok, je me disais au début, tu as une sacrée confiance en toi, mais en fait, c'est même pas de la confiance, c'est vraiment, tu dis, on s'en fout, on y va. Exactement, on s'en fout, on y va. Et puis de temps en temps, quand même, quand je regarde un peu ce que je vois à la télé, dans des émissions, et que je vois ce que certaines personnes connues, reconnues font, je me dis, ah ouais, quand même, enfin, ils sont pas parfaits et ils y arrivent, donc fonce. De peut-être Pourquoi une pas moi? chance. Voilà. Quand t'es arrivé à Singapour, ça a été quoi tes plus grosses claques culturelles par rapport à ton Hum, référentiel, par rapport à ce que tu avais connu? eh ben, je pense que ça a été une chance. C'est que contrairement à beaucoup de jeunes immigrants ou expats, tu les appelles comme tu voudras, qui débarquent à Singapour, je trouve qu'il y a souvent deux catégories. Il y a ceux qui peuvent pas s'empêcher de constamment tout rapporter à leur pays d'origine, notamment la France. Ah ben non, mais ça c'est pas normal parce qu'en France on fait ça. Et en fait, si tu arrives à tout de suite te détacher que en fait la normalité ça n'existe pas. C'est quoi la normalité? C'est pas parce que toi tu fais ça en France qu'en fait c'est normal. Et ben tu t'ouvres à beaucoup plus de choses. Donc non, moi j'ai à aucun moment je me suis dit ah en France on fait comme ça, c'est normal, ici c'est pas normal. À chaque fois, j'étais là: «Oh mais c'est trop stylé, comment ils font ça? Pourquoi ils font ça?» Ah, je suis un peu moins à l'aise avec ça par contre. Je préfère ça ici. Enfin, j'ai trouvé ça juste, enrichissant encore une fois et donc j'ai pas eu de choc culturel. J'ai juste eu, de l'émerveillement, la curiosité, parfois, de l'étonnement, parfois c'était agréable, parfois pas. Après surtout, j'ai dû apprendre à travailler avec des gens de toutes nationalités et travailler avec un Anglais, un Allemand, un Singapourien chinois, un Singapourien malais d'Inde ou un Indien singapourien, eh ben, ça a rien à voir, c'est pas le même sens d'humour, c'est pas la même façon de s'exprimer en meeting. Il y a des cultures qui ne supportent pas la confrontation, il y a des cultures pour qui se mettre à gueuler quand t'es pas content, bah, c'est perdre ton tempérament, donc c'est pas bien vu. Enfin, tu peux pas par exemple, les méthodes que moi j'ai connues dans l'hôtellerie en France, quand je suis arrivée ici et que j'avais tendance à être un petit peu ferme ou stricte parce que c'est ce que j'avais connu moi, ah bah, ça marchait pas du tout. Je me suis pris des grosses claques dans la tronche. Donc non, c'est plutôt à ce niveau-là, c'est pas lié forcément qu'à Singapour ou la culture asiatique, c'est juste travailler dans une ville cosmopolitaine où tu travailles avec des gens de tout horizon, de toute nationalité, de toute culture et ça, c'est la meilleure école de management de la vie. Après, tu vois, on m'a envoyé travailler en Malaisie ou en Indonésie. Je suis allée du haut de mes 24 piges femmes faire des formations de vin dans des pays musulmans à des collègues musulmans, hommes qui ont 20-30 piges de plus que moi. Ah bah là, il n'y a aucune école de management qui peut t'apprendre à faire ça. Ouais. Et donc, bah, tu arrives, tu es devant eux, ils vont pas goûter le vin parce que bah, c'est pas leur religion, tout simplement. Et bah, c'est à toi de trouver d'autres méthodes pour leur apprendre à avoir des arguments pour pouvoir vendre le vin parce que bah, ils vendent du vin vu qu'ils sont serveurs ou maîtres d'hôtel dans les restaurants dans lesquels ils travaillent. Euh, et ben voilà, donc moi je suis là pour leur apprendre et comme je peux pas leur faire goûter, ben, je trouve d'autres méthodes et tu trouves des astuces pour qu'ils t'aiment bien et que du coup s'ils t'aiment bien, ils sont plus ouverts et ça se passe bien et j'ai des super souvenirs de ces moments-là. Mais il faut être ouvert. Qu'est-ce que tu,
Qu'est-ce que tu préfères dans ta vie à Singapour? Moi, j'y suis jamais Franchement, allé, je sais pas à quoi ça ressemble. Je suis allé à Hong Kong, je suis allé en Chine, mais Singapour, je suis jamais allé, donc j'ai pas de référentiel. À quoi ça ressemble la vie à Singapour au quotidien? on dit souvent que Singapour, c'est l'Asie pour les nuls, parce que Ok. effectivement, c'est un oasis au milieu de pays beaucoup moins développés. Singapour, c'est aujourd'hui la ville la plus chère du monde avec Hong Kong. C'est une ville hyper performante. Ça s'arrête jamais. D'ailleurs, quand je rentre en France, j'ai l'impression de respirer. C'est comme si je pouvais enfin souffler quand je rentre en France parce que tout est beaucoup plus calme. Les gens, ils répondent pas aux emails dans la demi-heure et t'appellent pas au bout de 3 heures si t'as pas répondu à l'email. Euh, Tout est à 200 à l'heure, donc c'est très particulier. C'est vraiment une ville de business. Je pense que si t'as pas de carrière, je vois pas vraiment un énorme intérêt à être ici. C'est vraiment, t'es là pour ta carrière. Moi, ce qui me plaît, c'est que ben, aujourd'hui, j'ai grandi dans cette ville et j'ai beaucoup d'amis singapouriens. Et j'adore la cuisine locale, j'adore mes copains singapouriens, j'adore mes voisins singapouriens, je les trouve trop sympas, je m'entends bien avec tout le monde. Enfin, je me suis vraiment créé une famille ici. Et, euh, et puis, bon, bien évidemment, il y a cet aspect, maintenant que je suis maman de 2 enfants notamment, de sécurité. Alors déjà, jeune, j'ai fait les 400 coups, je me suis beaucoup amusée, beaucoup de soirées un peu trop alcoolisées, j'en suis pas tout le temps fière, mais j'en avais besoin à ce moment-là. Et il m'est jamais rien arrivé, alors que des comportements pas très prudents que j'ai eus, je pense que dans d'autres pays, j'aurais pu avoir d'autres soucis. Mais ici, c'est pas le cas. Je suis pas inquiète pour mes filles. C'est même l'inverse. Je me dis, enfin, faut vraiment que je leur apprenne à vivre dans la vraie vie, entre guillemets, parce que ici, on est chez les bisounours et quand on rentre en France, tu vois, et c'est pas que la France, mais quand on sort de Singapour, du moins, il y a des réflexes qu'on n'a plus. Tu vois, ici, les gens, ils vont laisser leur téléphone pour garder une table au restaurant. Enfin, tu vois, il y a des food courts, c'est des énormes halls avec plein de petits stalls de nourriture. Et les gens, pour garder leur table, ils vont laisser leur sac à main ou leur téléphone pour aller faire la queue pour acheter à manger. Tu vois Ouais. ça ailleurs, toi? Si, peut-être au Japon, j'en sais rien. Mais il y a quand Ouais, même bah très peu de justement, j'allais pays. dire, je suis allé au Japon il y a un mois, mais c'est le seul endroit où j'ai vu ça et c'était aussi très, très surprenant. Ouais. Ce qui est Voilà. sûr, c'est que tu fais ça en France, voilà, tu vois, spécifiquement, je tourne cet épisode, je suis à Marseille. C'est sûr que déjà, peut-être, bon, désolé les Marseillais qui nous écoutent, c'est un peu dans le cliché, mais même si tu as ton téléphone dans ta poche, il y a moyen que tu te le fasses chourade, tu vois, donc Oui, voilà. Et puis, effectivement, c'est c'est un peu pas propre différent. qu'à Marseille ni à la France. C'est la vraie vie, quoi. Singapour, c'est à part. Est-ce qu'il y a des sujets, toi, dont tu aimerais parler, qui te tiennent à cœur, si tu as des messages à faire passer, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais qu'on développe? Non, je pense globalement, on a fait le tour. C'est dur de l'entendre, mais c'est vrai, c'est que dans la vie, ben, t'as rarement rien sans rien. Euh, et il faut se battre, même si t'as pas confiance en toi, même si tu penses que t'es pas capable, ben, fonce. Parce que de toute façon, elle est trop courte, la vie. Et je sais que pareil, ça fait bizarre, ça fait vieux con, comme tu disais, ou ça fait un peu des phrases toutes faites. Mais l'autre jour, je suis tombée sur un documentaire et il y a un monsieur qui a créé une horloge qu'il a mis dans sa maison. Et en fait, l'horloge, c'est le nombre d'heures qu'il lui reste à vivre. Donc, comme il a 40 balais, il part du principe qu'il va peut-être vivre jusqu'à 80 ans si tout se passe bien chance. Il a le décompte des heures qu'il lui reste à vivre. Et dans ma tête, j'essaie de garder cette horloge. Je me dis, quand par exemple, je suis contrariée au travail à cause d'une connerie, est-ce que vraiment, le peu de temps qu'on a à vivre, j'ai envie de le passer à me prendre la tête pendant un jour, à angoisser à cause d'une histoire subtile pour le travail. Enfin, subtile, bête pour le travail. Quand parfois mes filles me manquent parce que j'ai une grosse journée ou une grosse semaine, et ben maintenant je suis capable de me dire, bon là, stop, stop, c'est bon, j'ai fait mes heures, j'ai fait le taf. Là, j'ai besoin de voir mes filles, il faut y aller. Parce que regarde l'horloge, là, ça se décompte. Et puis avec des enfants en bas âge, tu le vois d'autant plus parce qu'elles grandissent à vue d'œil. Donc, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être angoissé, c'est à la limite normal de ne pas avoir confiance en soi. En tout cas, la plupart des gens que je connais, en tout cas, j'en connais pas énormément qui ont 200% confiance en eux. Je pense que c'est normal d'avoir des petits doutes. Mais il faut savoir mettre ça de côté et foncer parce que, comme dirait le philosophe dans Les Bronzés, Jean-Claude, sur un malentendu, on sait jamais, ça peut marcher. D'habitude, je demande des recommandations de bouquins, des recommandations de films.
Mais je pense qu'il est de circonstance que je te demande quelques recommandations de vin, si tu es d'accord. Alors, j'imagine que c'est incroyablement dur puisque les choix sont quasi infinis. Sachez, chers auditeurs, que je pose cette question complètement à l'improviste. Stéphanie, je ne l'ai pas préparée. Mais si tu avais une recommandation, tu vois, pour une bouteille, un vin intéressant qui soit pour toutes les bourses, et puis des vins peut-être un petit peu plus select. Ouais, écoute, là, t'es à Marseille, t'es pas très loin de Cassis, Bandol, d'endroits magnifiques comme ça. Bah oui, un cassis blanc, surtout là avec les beaux jours qui arrivent, c'est délicieux, c'est frais, c'est vraiment à la portée de toutes les bourses. T'as aussi le Bandol sur des vins rouges bah, solaires forcément, corsés. Alors c'est peut-être un petit peu plus élevé en termes de budget, surtout si tu commences à aller dans des domaines réputés. Je pense notamment au château de Pibernon qui est le plus connu, mais je peux pas m'en empêcher de le citer parce que j'adore et que j'ai bu Ok. une magnifique bouteille il y a pas longtemps. On parle d'un budget à combien à peu près pour ce Oh, genre de... alors oui, Bandol, je pense qu'en France, ça sort plutôt autour des 30-40 euros, je pense, en France. J'ai plus trop les Ok, idées de prix en euros, mais les cassis, je sais qu'autour des 10 euros, 10-12 euros, tu peux en trouver. ok. Et à ma stupéfaction, quand je suis rentrée en France en mars dernier, j'ai vu que de toute manière, même dans les supermarchés, des bouteilles en dessous de 10 euros, c'est de plus en plus rare. Oui, c'est pas faux. Voilà, donc en gros, dans les 10-15 euros, tu peux avoir un cassis. Et ensuite, c'est le château de, tu m'as dit, Le au château de Bandol? Pibarnon à Bandol, c'est magnifique. Ok. Petit baron en rouge. Oui, enfin, il existe je l'ai jamais goûté en blanc. Je sais même pas s'il existe en blanc. Il doit exister en blanc, mais je l'ai jamais goûté. En rosé, je l'adore en rosé. Le problème, c'est que c'est un rosé bah, qui coûte beaucoup plus cher que ton Côte de Provence classique. Donc, quand tu commences moi, en tout cas, je suis un peu embêtée parce que maintenant que j'ai commencé à boire ce genre de rosé, j'ai du mal à aller sur autre chose. C'est vraiment des Ouais. rosés de gastronomie. C'est des rosés où tu vas faire sauter les gambas avec du piment d'Espelette ou tu vas sortir les sashimi de saumon. Enfin, ce genre de choses. C'est délicieux. Et est-ce que tu vois, par exemple, tu vois un petit producteur que tu as eu l'occasion de rencontrer, tu dis, ah, ils font vraiment du chouette travail, et enfin, j'imagine que tu en as rencontré pas mal, mais tu vois un qui t'a marqué par son, je sais pas, son approche, sa manière de bosser. Voilà. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, je vais rester sur des classiques. C'est pas forcément un petit producteur pas connu, mais je parle avec le cœur. C'est des vins que toi-même t'as goûté à mon mariage. Je suis de la vallée du Rhône Nord et Yves Cuiron fait des vins de pays Viognier, Gamay, Syrah, Marsanne, Roussanne, qui sont pour le coup à moins de 10 euros ou autour de 9-10 euros, qui sont juste délicieux. Je me viens en tête après, oui, il y en a plein. Je passe ma vie à goûter et à découvrir des trucs extraordinaires, mais là, comme ça, tout de suite, on s'est rencontrés au mariage. C'est les vins qu'il y avait au mariage, voilà. Et je vous confirme qu'ils étaient très bons. Et j'ai fait honneur, j'ai fait très largement honneur. Merci pour ces recommandations. Et donc, juste, est-ce que tu as des projets? Comment tu vois ton avenir professionnel? Ben, je suis un peu, pour la première fois de ma vie, un peu embêtée avec ça. C'est que l'un de mes plus gros objectifs, je l'ai atteint l'année dernière. Donc, d'être directrice générale, general manager, comme on dit, même si certains disent que le titre, on s'en fout. Ben, pour moi, quand on connaît maintenant un peu plus mon parcours, on se dit que quand même, la pauvre meuf qui sort de son CAP de serveuse avec sa mobilette bleue, si on m'avait dit un jour que je pouvais avoir ce genre de poste dans une boîte de vin à Singapour, je n'aurais jamais cru. Donc pour moi, c'est important. Et c'est vrai que maintenant que j'ai ça là, maintenant tout de suite, je me dis, mais c'est quoi après? Qu'est-ce qui se passe après? Mais j'ai des idées, c'est d'aller toujours frapper plus haut et plus fort. Mais là, tout de suite, dans l'immédiat, c'est vraiment d'apprendre à trouver le bon rythme parce que là, je suis arrivée à un stade où je peux plus continuer à courir dans cette espèce de rage de vivre parce que maintenant j'ai 2 enfants en bas âge et que c'est énormément de temps. C'est, c'est peu de sommeil. Et là, faut que je pense au marathon. Faut pas que je me grille là. Et pour pas me griller, il Ouais. faut que j'apprenne juste à me stabiliser avec ce nouveau poste et avec ce nouveau rôle de maman qui me prend très à cœur. J'ai un mari qui tient un restaurant, qui est pas souvent là. Donc là, dans l'immédiat, le projet, c'est d'apprendre à équilibrer tout ça et, et à dormir aussi dans l'immédiat. Faut pas l'oublier, ouais, c'est important. On va stabiliser tout ça parce que ce serait trop bête de tout perdre
parce que je fais un burn-out, parce que j'ai pas su dire stop au bon moment. Donc l'idée, c'est pas de dire stop, justement, c'est de lever le pied quand il faut. Et j'avoue que ma deuxième a à peine 1 an. Trouver l'équilibre, c'est pas facile. Donc voilà, là, tout de suite, dans les médias, c'est ce que j'essaye d'apprendre à faire. Est-ce que tu penses rester à Singapour? Est-ce qu'il y a des projets de retour en France? Est-ce que c'est Non, un sujet? non, c'est pas du tout un sujet, parce que on a tout bâti ici, mon mari et moi-même, notre réseau, et c'est ce qui est le plus important. Un de mes mentors, Alain, dont j'ai parlé, a dit le plus important, c'est pas qui tu connais, mais qui te connaît. Hmm. Et c'est ça, en fait, ici, on a notre carnet d'adresses, et sans ça, tu fais rien. Tu fais rien du tout. Ça, c'est vraiment la base, c'est hyper important. Donc maintenant qu'on a ce carnet d'adresses, bah, tout est beaucoup plus facile. Demain, on retourne en France, on n'a rien, on connaît personne, personne nous connaît. On n'est même plus habitué à travailler en France, habitué à travailler avec des Français. Alors ça se réapprend, ça se fait, c'est pas le problème. Mais tant qu'on n'en a pas l'obligation, voilà, la chance qu'on a, c'est que si demain on veut rentrer chez nous, bah, on a un pays qui pourra nous accueillir. Et bon, on espère, on touche du bois, que ça ira à peu près. Mais je veux dire, je vais pas dans un pays où la guerre est en train de frapper au moment où on parle. On n'est pas à l'abri nulle part où on est, que ce soit à Singapour ou en France, mais en tout cas, c'est pas le cas en ce moment. Donc, tu vois, tu peux toujours dire si ça va pas ici, on peut rentrer. Mais là, pour l'instant, ça va, donc on se pose pas la question de rentrer. Il doit se faire tard chez toi, donc je vais pas abuser de ton temps. Est-ce que si les gens veulent te contacter, est-ce que c'est OK pour toi, ou est-ce que tu préfères voilà, qu'on te laisse un peu tranquille pour trouver ton équilibre? Non, non, c'est ok. Je pense pas que je vais recevoir des milliers d'emails, ou de messages, mais Non, oui, je oui. pense, je Non, pense mais pas non plus, mais c'est peut-être, tu vois, que quelqu'un sera inspiré par ta carrière et voudra te demander des conseils. Et si les personnes justement veulent te contacter, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? eh ben, ils peuvent m'envoyer des messages privés sur Instagram. Stéphanie Wine Escapade. Les escapades de Stéphanie. Stéphanie Vin Escapade. Stéphanie Wine Escapade. Ok, super. Il y a un truc que je voulais ajouter avant que tu partes. C'est parce que Oui, je t'en prie. tu es un homme, je ne sais pas. Mais il y a une question qu'on me pose tout le temps et que tu ne m'as pas posée du tout. C'est qu'en général, qui dit vin, carrière, tout ça, on me dit toujours, et en tant que femme, c'est pas trop dur. Donc, si en tout cas, il y a des femmes ou des jeunes femmes qui écoutent ça, je ne sais pas, mais ce que j'ai dit, c'est valable autant pour un homme qu'une femme. Mais c'est vrai que souvent, j'ai l'impression que les femmes sont souvent plus touchées par le phénomène. Mais je pense que ça s'améliore, qu'en tout cas pour la génération de ma fille, j'ose espérer que ça ira mieux. Mais oui, dans l'équation, il y avait aussi le fait que j'étais une femme. Mais la grosse chance que j'ai eue, c'est que je le savais pas. Je m'en foutais complètement. Et je pense qu'encore une fois, si on s'en fout et qu'on fonce, ben, peu importe si t'es un homme, une chèvre, un chien ou une femme, ça peut marcher. Effectivement, je l'ai pas posé parce que, enfin, dans mon référentiel, c'est tellement peu, enfin, c'est pas un sujet si la personne est pertinente et elle est compétente et elle se donne, tu vois. Enfin, pour moi, je pense qu'il y a peut-être plus de challenge, tu vois, se faire respecter, surtout dans la restauration. Mais, mais oui, enfin, dans mon référentiel, c'était pas trop un sujet, donc c'est pour ça que je t'en ai pas parlé. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Outre celle-là, justement. Non, 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 non. Non, c'est pas que j'aurais aimé que tu me la poses, mais que c'est la première fois qu'on me la pose pas. Donc je me dis que ça devient peut-être plus du tout un sujet. Donc tant mieux. Je pense pas qu'on soit là quand même, mais ce serait bien que ça devienne plus du tout un sujet. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir accepté cette invitation. C'était vraiment un super épisode, très 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 intéressant. J'espère que vous l'avez trouvé inspirant également. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles au podcast Spartacus sur vos plateformes, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify ou autre. Et à laisser aussi un petit commentaire en dessous de l'épisode pour Stéphanie. Je suis sûr que ça fera très plaisir. Du coup, on se dit au revoir. Merci Stéphanie et à très bientôt. Bye.